Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau podcast foot, le 11 endiablé. Un petit podcast qu'on se fait avec Chris. Moi je me présente, c'est Morgane. Moi c'est Chris du coup. Voilà, tous les deux fans de foot, observateurs, on va dire ça comme ça. Hein. On est simple observateur et en même temps assez passionné puisqu'on passe quand même pas mal de temps à regarder les matchs. Encore ce soir. Encore ce soir d'ailleurs. Encore ce soir. On vous en parle tout de suite après. C'était important. Oui, c'était important, c'est important. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est le 11 endiablé ? En fait, le 11 endiablé, c'est un podcast sur l'actualité des Diables Rouges ou des joueurs qui sont en devenir d'être Diables Rouges, d'être appelés par Domenico Tedesco. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait un petit tour d'Europe, on regarde un petit peu les performances des joueurs belges les plus marquants, on va dire ceux qui évoluent vraiment dans les grands championnats européens. On regarde aussi les joueurs émergents, etc. Donc, on fait d'abord un petit tour d'Europe, un petit tour d'actu comme ça. Et puis après, le gros du podcast, c'est le 11 endiablé. Donc le 11 endiablé, c'est notre sélection des 11 joueurs qui, pour nous, doivent constituer, à l'heure actuelle, le 11 des Diables Rouges. Voilà. Pour ceux qui connaissent le jeu Football Manager, c'est un peu ce qu'on va faire avec les Diables Rouges. Voilà, c'est ça. Et on espère que Domenico va s'inspirer de nos compos. Parce que clairement, on peut peut-être venir avec des compos assez originales. Hein. Exactement. Voilà, avec des compositions soit très défensives, soit très offensives. On verra, ça dépendra aussi de l'actualité parce que c'est le but de ce podcast ici. C'est vraiment d'organiser, en tout cas de faire toutes les semaines un 11 qui pour nous semble le meilleur en fonction des statistiques et des performances des joueurs dans les grands championnats européens, le week-end, la semaine, en Ligue des Champions, en Coupe d'Europe, etc. Vous connaissez très bien le bazar si vous êtes fan de foot et que vous tombez sur ce podcast. On va pas non plus vous réexpliquer la roue. Voilà. Donc on va commencer tranquillement avec le petit tour d'Europe. On va passer par les grands championnats, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la France et on va aussi parler d'autres championnats. Ça pourra arriver qu'on parle aussi du championnat belge de la Pro League. Si on a des Diables Rouges qui sont potentiellement dans l'équipe qui joue en Pro League et on sait que de toute façon, dans un premier temps, on va d'abord faire une liste de 11 puisque ça s'appelle un peu le 11 endiablé, c'est un peu le concept. Mais après, l'idée aussi, c'est de venir avec des subs et on va jouer, je ne sais plus si c'est 23 ou 26, la liste finale de Domenico. Donc ça fait beaucoup de choix. L'idée aussi, c'est ça aussi la complication, c'est de trouver aussi un bon banc, hein, parce qu'on le sait que dans un grand tournoi, un banc, ça peut faire la différence. Hein. Le 11 ne suffit pas forcément et avoir des joueurs qui sont habitués au très haut niveau, mais qui acceptent d'être remplaçants pendant une grande compétition, c'est aussi important pour aller loin. On l'a vu, hein, donc. Bon, après, c'est vrai que quand on a des joueurs comme Kevin De Bruyne sur le terrain, je pense que un joueur potentiellement jouant à la même place que Kevin De Bruyne ne va pas regretter non plus de ne pas être sur le terrain. Exactement. Est-ce que lui aussi a certainement envie de voir Kevin De Bruyne sur le terrain ? Exactement. On a tous envie de voir Kevin De Bruyne sur le terrain. Très bonne transition pour lancer notre petit tour d'Europe, du coup, puisque évidemment, on enregistre lundi soir et que ce soir, City jouait son match de la journée en Angleterre face à Brentford. Et encore une fois, Kevin De Bruyne n'a pas été... Kevin De Bruyne qui joue pour la première fois depuis son retour 90 minutes. C'est ça, il a joué tout le match. Il avait l'air un petit peu fatigué aux alentours de la 70e, mais on est bien. Il a quand même joué tout le match, c'est rassurant. Le mec est en pleine possession de ses moyens physiques, il n'y a pas de souci là-dessus. Après... Voilà, il faut quand même qu'il récupère du rythme. On l'a vu sur la fin de match, c'était un petit peu plus. Après, en même temps, City a beaucoup contrôlé la fin de match. Il y avait 3-1. Voilà, il pouvait se permettre de faire tourner. Mais l'important, c'est de signaler que De Bruyne n'a pas été une seule fois décisif. On peut dire qu'il a un pied dans 2 buts. Donc même sur les 3 buts marqués. Le but de l'égalisation juste avant la mi-temps pour Foden. Le deuxième but en deuxième mi-temps, là aussi pour Foden. Il est pas dans le 3e but. Mais c'est quand même Foden qui marque. Donc Foden met un triplé ce soir. Le triplé de Foden, faut le dire. Quand même. Voilà. Et Doku est rentré aussi. Tout à fait. Bien actif d'abord sur le flanc droit et puis sur le flanc gauche. C'est ça. Il crée du danger. On le voit. Les joueurs ont peur, ils glitch. Oui, voilà, comme c'est ça. C'est le mot que j'ai trouvé. Je trouve qu'il glitch comme ça et ça fait peur aux défenseurs. Ils savent jamais où il va aller, donc c'est très compliqué. J'aimerais pas être défenseur et devoir me taper Doku tout le match. Ça doit être ça doit être pénible. Hein. Tu dois passer un mauvais moment. Voilà, pour l'Angleterre, victoire facile de City à Brentford. Enfin facile. Oui et non.
Oui et non, parce que si on rentre un peu plus dans le match, Ils étaient menés, mais après on a souvent vu City mener d'un but. Ils n'ont jamais d'ailleurs été menés de 2 buts depuis le début de ce championnat. Ouais, donc c'est assez incroyable. Et Brentford a eu l'occasion, je pense, de revenir à 2-2. À un moment, il y avait 2-1 pour City. Brentford aurait pu revenir. Mais bon, City est City en ce moment et ils contrôlent, et même contre le cours du jeu un petit peu, ils arrivent à mettre le point. On a vu un grand Nathan Ake encore aujourd'hui. Très très bon en défense. Très gros match. Kyle Walker, fidèle à lui-même, le capitaine de l'équipe, incroyable évidemment. Peut-être un peu en retrait par rapport à ses matchs précédents, mais ça reste quand même quelqu'un de solide et qui peut aussi apporter quelque chose au niveau offensif. Je préférais l'avoir de mon équipe que ça, contre. C'est sûr. Donc voilà. Et puis quand même à signaler la très très belle prestation de Foden, très très bon pour City. C'est une bonne nouvelle aussi pour l'Angleterre, hein, parce que l'Angleterre avec Jude Bellingham, ils ont une sacrée équipe qui met un triplé qu'on va affronter d'ailleurs au mois de mars. N'oublions pas le rendez-vous. Donc d'abord contre l'Irlande et puis ensuite contre l'Angleterre, je pense 3 jours plus tard, si je me rappelle bien. Donc on va dire une belle répétition avant l'Euro, au moins contre une équipe qu'on peut penser presque favorite ici sur cet Euro, quoi. S'ils ont les joueurs qui jouent au même niveau qu'actuellement, notamment Bellingham, notamment Kane, notamment Foden, ça va faire mal. Ça va faire très mal. Après, il faut aussi se dire que c'est pas une équipe qui a l'habitude spécialement de jouer ensemble. Donc voilà. Après c'est l'Angleterre, hein, ils sera toujours dans les grands tournois, donc peut-être qu'enfin football is coming home. On est quand même leur bête noire un peu, hein, donc à voir. Bon, on aura déjà une bonne. L'important, c'est vraiment le match amical justement au mois de mars, je crois, contre l'Angleterre. Ça va être hyper intéressant. On continue justement sur l'Angleterre. On va parler très rapidement de Trossard et d'Arsenal qui ont tapé Liverpool. Moi, j'ai vu le match personnellement. Je ne l'ai pas vu, mais tu m'en as fait un bon résumé. Ouais, c'est un match sympa. Après, Arsenal a quand même sorti une grosse prestation. Odegaard très très bon. Trossard était pas titulaire, mais il rentre en fin de match et il met un super but après un petit débouli solitaire sur le côté gauche là, pour mettre le 3-1. Non, franchement, ça promet. Arsenal impressionnant. Et du coup au classement, on voit quand même que Arsenal est repassé 3e ce soir, puisque City est revenu à la 2e place avec un match en retard. Ils ont 2 points de retard sur Liverpool qui est premier. 46 points donc pour Aston Villa. C'est ça. Et 49 sur les deux. Aston Villa qui a d'ailleurs encore gagné ce week-end. Mais rappelons quand même que City a 49 points avec un match de retard et que s'il gagne le match, je pense que c'est samedi contre Everton. C'est ça. Il pourrait repasser en tête devant Liverpool avec un point d'avance. Donc à voir, on verra un petit peu ce week-end. On vous fera un point de toute façon la semaine prochaine, évidemment dans le Tour d'Europe. Et on parlait d'Aston Villa, qui a battu Sheffield, qui leur a mis une petite manita 0-5 je crois, avec un but de Youri Tillmans. Ils auraient mieux fait de pas venir, comme on dit. Ouais, ils auraient mieux fait de rester. Ils étaient chez eux, donc compliqué de pas venir quand t'es chez toi. Ça, c'est sûr. Quelqu'un qui t'envahit et qui te met 5-0. Allez, salut. Donc Tillmans. Qui est dans une bonne passe avec Aston Villa. Et Aston Villa, c'est vraiment l'équipe surprise de la saison en Angleterre, 4e avec 46 points. Ils sont clairement dans la course au championnat. En tout cas, bon retour de Tielemans. C'est pas un joueur que j'affectionne particulièrement. J'ai jamais trouvé ses résultats avec les Diables Rouges incroyables. Mais on va dire que s'il fait une bonne saison et qu'il est sur une bonne lancée, on sera très très content de l'avoir quand même dans l'équipe. En tout cas, dans les remplaçants. Moi, je l'aime bien, Tillmans, parce que il nous a offert un penalty ultra capital en finale de. C'était pas l'Euro, c'était la Nations League. Voilà, petite faute sur Griezmann, je m'en souviens. Très très bien. Merci. Parce que merci pour Yori. ceux qui ne savent pas, Morgan n'est pas belge. Et ce qui est bien aussi, puisque du coup, on va pas trop tomber dans le chauvinisme, et ça, je l'espère. Non. Il est un peu notre garde-fou, même si c'est vrai que c'est un cousin breton. Voilà. Ça fait longtemps que je suis en Belgique. Si je lui dis 90, 70, il comprend, il y a pas de souci. Vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà, mais non, on peut dire 90 et 70 si vous voulez, mais tout le monde comprend. Même si je suis tout à fait raccord pour dire que c'est débile, ça n'a aucun sens. 70, 90, ça n'a absolument aucun sens quand on y réfléchit. Mais on a Morgan, notre breton bruxellois et supporter de Rennes. Exact. Gros supporter de Rennes. Je fais un petit crochet après l'Angleterre vite fait sur la France du coup, puisque Rennes a gagné ce week-end face à Montpellier. C'était un petit peu tendu fin de match. On a mené 2-0, on était bien. Théâtre très bon en défense, encore une fois, mais sur la fin de match, on a un petit peu tremblé. Montpellier qui est revenu à un quart d'heure du terme. Ça, c'était pas nécessaire pour Rennes, mais on est sur une super dynamique. Voilà, super. Hein. Super dynamique depuis le début. On est content quand même aussi. On sait que notre défense, c'est clairement pas notre point le plus fort, donc
on apprécie les bons résultats de Rennes aussi parce que notre défenseur, Théâtre, il joue. Exact. Et anciennement, Jérémy Doku, pour ceux qui savent, évidemment. Crève-cœur. Ne parle pas des choses qui blessent. Même si on a pris un bon chèque, ne parle pas des choses qui blessent. En plus, vous avez loupé Mangala. Ouais. Aïe. Ouais. Mais Mangala, j'ai regardé un petit peu, on n'était pas vraiment dessus. Et puis, finalement, il est parti justement à Lyon. Il a rejoint Malik Fofana, qui a été transféré aussi de la Gantoise cet hiver à Lyon. Lyon a gagné ce week-end contre Marseille. C'était l'Olympico, dimanche soir, 21h. J'aurais bien aimé voir Aurel Mangala, justement, mais on l'a pas vu, il était pas encore inscrit. Le transfert vient juste de se finaliser, là, jeudi dernier ou vendredi dernier. Mais ils ont battu Marseille 1-0. Malik Fofana est rentré à 20 minutes de la fin du match et il fait une entrée intéressante. Malik Fofana, donc, un diablotin, on va dire. C'est ça, 18 ans, qui vient une nouvelle acquisition, donc, de Lyon. Et on l'espère un futur Diable Rouge. En tout cas, il en a le potentiel. On attend ses bons résultats. Et pour rappel, il a déjà mis un but. Ouais. Donc, en Coupe de France. Premier match, premier but. Donc voilà, c'est prometteur. On dit pas que c'est le Pérou encore, mais voilà, c'est prometteur. Non, mais pour un jeune de 18 ans, arriver à avoir ce niveau de performance. Et d'arriver quand même dans une équipe. Je reste persuadé quand même que la Ligue 1 est un très bon tremplin pour les jeunes joueurs. Voilà, on connaît les belles expériences de nos Belges en Ligue 1. Eden, si tu nous écoutes. Eden. Voilà, Théâtre, Openda aussi. Openda à Lens. Même s'il a fait qu'une saison du coup, Openda. Tout à fait. Mais... Deux saisons. Je crois qu'il fait 2 saisons à Lens, Openda. Voilà. Je sais plus. Il termine meilleur buteur ou deuxième meilleur buteur? Deuxième meilleur buteur quand même. Mais il bat le record du nombre de buts marqués par un joueur sur une saison à Lens. Ah, pas mal. Il bat ce record-là, je crois. Bon, avec 22 ou 23 il reste quand même dans l'histoire de Lens en une seule saison. Ah oui, et précision importante, n'hésitez pas à nous corriger si on dit des conneries, parce que. Ouais, c'est possible, on n'est pas professionnels, on n'est pas des journalistes. On est des fans de foot, on est gros observateurs, mais on peut dire des conneries. Donc si jamais vous spottez des trucs, faut pas hésiter. On le prendra pas mal. Un petit tour du coup sur l'Allemagne du coup avec Openda. Vu qu'on a parlé Openda qui a battu ce week-end. Donc le week-end dernier, il avait égalé le record de buts marqués par un joueur belge en Bundesliga. C'était détenu par Emile Mpenza avec 13 buts. Openda a battu ce record officiellement ce week-end avec son 14e but avec Leipzig cette saison. Ouais, il est chaud. Ouais. On va dire qu'il continue sur sa lancée de l'année passée. C'est ça, il est bien lancé. En tout cas, il a pas mis beaucoup de temps à s'adapter au style de jeu de Leipzig. Ça a l'air de bien lui convenir. La Bundesliga, on le sait aussi. Ça a propulsé notre joueur vedette Kevin De Bruyne à un niveau qu'on ne lui connaissait pas. Ça l'a relancé très clairement. Clairement. Donc après son arrivée un petit peu ratée à Chelsea, ça l'a clairement relancé. Donc voilà. La Bundesliga, c'est aussi un très très bon championnat. Que Openda arrive à déjà marquer 14 buts cette saison. Tout à fait. Avec Leipzig, c'est pas anodin. Celui qui a fait mieux, évidemment, c'est Harry Kane cette année, qui est littéralement imprenable avec le Bayern. Même si le Bayern, c'est pas la grande forme. Écoute, Bayern, c'est pas la grande forme. Donc voilà. Petit détour rapidement, je l'avais pas noté, mais on va parler de Thomas Meunier qui enchaîne quand même les matchs titulaires avec Dortmund qui revient bien. On peut espérer aussi le récupérer parce que c'est sérieux. Thomas Meunier a toujours été quand même quelqu'un de très grande valeur pour les Diables Rouges, en tout cas du temps où il jouait dans les Diables. Clairement, j'étais content qu'il soit pas sur le terrain en demi-finale de Coupe du Monde, je vous le dis. Ça aurait pas été le même match. Voilà. On t'aime Thomas, tôt ou tard. Voilà pour l'Allemagne. On va partir maintenant direction l'Italie. L'Italie où il y avait Lukaku qui jouait ce soir avec la Roma. Ils ont gagné 4-0, mais Lukaku n'a pas marqué de but malgré 2 pénaltys obtenus par la Roma. Tout à fait. Mais après, il ne prend pas les pénaltys pour la Roma. C'est Dybala qui les a tirés. C'est tout à son honneur aussi. Peut-être que il préfère marquer des buts de champ, quoi. C'est mieux, non? Il préfère, oui. De toute façon, son impact physique est toujours là, même s'il ne marque pas sur le terrain. Il est clair que beaucoup de joueurs sont sur lui et il libère des espaces. Il fait du bien. Et donc victoire 4-0 de la Roma à domicile face à Cagliari, doublé de Dybala sur penalty. Non, un penalty et un but dans le jeu pour Dybala. Et but d'Huysen et de Pellegrini. Voilà pour l'Italie et la Roma. On va maintenant parler de l'Atalanta et de Charles de Ketelaere. Le coup, est un nuage. Il est sur un nuage. Il est sur un nuage. Il est ressuscité, on peut le dire. C'est
c'est peut-être un nouveau Messi, on l'espère, tu vois. Donc on va pas s'emballer sur le Messi, mais c'est un très très bon joueur. Il est en train de faire une très très belle saison avec l'Atalanta. Tout à fait. Il empile les buts, les passes décisives. En tout cas, il est vraiment décisif. Et la presse italienne s'est un petit peu emballée sur le sujet ce week-end avec des commentaires flatteurs pour Charles de Ketelaere. A raison parce que il est en train de joueur de la semaine très, très quand même. Donc avec 2 buts, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Hein. Oui. Je veux dire, on est loin de sa saison vraiment difficile l'année passée au Milan AC. On rappelle aussi qu'il appartient toujours au Milan AC. Hein. Il est prêté, ouais. Donc il peut revenir au Milan AC et on lui souhaite d'aller dans un club de légende comme le Milan AC et réussir à performer. Ce sera la future étape, on l'espère pour lui. L'Atalanta qui est 4e actuellement. Ouais. Ils sont sur les places européennes, c'est pas mal. Il reste sur 4 victoires et un nul sur les 5 derniers matchs. On aime beaucoup l'Atalanta aussi, ça nous a permis, on se rappelle que Castagne aussi a joué à l'Atalanta. Donc, bon passage. Ouais, très bon club. En tout cas, c'est un club qui réussit à nos petits Belges. Voilà. On va maintenant aller en Allemagne. Non, on a déjà fait l'Allemagne. Ah non, on est en Italie. Tu nous as pas parlé de Salemaker. Oui, c'est vrai. Salemaker qui a marqué. Mais son premier but avec Bologne, je pense. Il a ouvert son compteur, effectivement, avec Bologne ce week-end. J'étais un petit peu perdu dans mon truc parce qu'on a sauté de pays et tout, je sais plus. J'ai sauté une ligne, mais bon, c'est pas grave. Mais bon, voilà, on n'est pas des pros non plus. On n'est pas des pros, c'est pas grave. En tout cas, à bonne franquette. On rebondit bien quand même. On rebondit. On s'en sort. Voilà. J'espère que ça vous plaît quand même et qu'on dit pas que. On essaie de jouer en une touche nous aussi. comme le City de Guardiola. Tout à fait. C'est beau quand même avoir joué. Même si des fois c'est un petit peu chiant, mais c'est beau avoir joué. Ouais. Donc on était sur les premiers buts pour Salmakers avec Bologne, effectivement face à Sassuolo ce week-end, et en Italie aussi on a eu le premier but, même si officiellement il n'est pas compté comme son premier but. d'Ngongue avec le Napoli. Il l'a fait exprès, tiré sur la jambe du défenseur pour que ça rentre. Voilà, c'était ce qui était prévu. Voilà, donc bonne nouvelle aussi pour Ngongue avec ce petit but avec le Napoli. Pareil, nos potentiels futurs Diables Rouges. Il a aussi 18 ans, je pense, non? Je pourrais que j'aille vérifier ça. Je vais te dire ça tout de suite. Naples, ils sont quand même perdus au championnat. 35 points, ils sont 7e. Ils sont loin. Ngongue. Cyril Ngongue. Non, mais il était pas titulaire en plus. Il est rentré en cours de match en fait, Ngongue. Ah. J'avais pas vu. Bon alors, je ne le vois pas. Désolé. Bon, c'est pas grave. En tout cas, il a marqué. C'est un jeune. On vous dira, on va le suivre de toute façon, donc on vous redira un petit peu. Il vient d'être tout fraîchement transféré, non? Ah oui, il est arrivé cet hiver, donc là il a joué, il a marqué, en tout cas. Il a provoqué un but, même s'il a pas marqué, on peut dire qu'il a provoqué un but. Mais par contre, le but que je vous conseille d'aller voir, c'est le but de Kvaratskhelia. J'espère que je l'ai bien prononcé. Désolé si c'est pas le cas. Mais alors son but face à l'Hellas Vérone ce week-end, c'est enroulé qui finit dans la lucarne. Le but de comment? Kvaratskhelia. Désolé, on écorche un peu les noms parfois, mais là. Là, c'est compliqué. Là. À tes souhaits quand même. Là, tu gagnes au scrap avec ça. Ouais. Facile. Et puis, on va finir très rapidement sur la Turquie pour mentionner quand même le petit but de Batshuayi en fin de match avec Fenerbahçe face à Antalyaspor. Il performe quand même en Turquie maintenant. Voilà, est-ce qu'on va vraiment pouvoir compter sur lui? Il joue pas beaucoup quand même. Il joue quand même pas beaucoup. Il joue dans un championnat qui est pas non plus au top du top niveau. Non, c'est pas facile. Mais après, ça fait plaisir d'entendre qu'il marque et s'il se refait une santé là-bas, pourquoi pas compter sur lui pour un potentiel sub. Il a déjà été appelé par Domenico. Tout à fait. Ouais, il a même joué titulaire, si je me rappelle bien. On l'a préféré à Openda. Ça, par contre, c'est possible sur un des premiers matchs de Tedesco. Mais après, c'était aussi une des premières sélections d'Openda, donc de fait, on peut se dire quand même que je vois quand même plus Openda comme numéro 2, en tout cas à la pointe de notre attaque. Ah oui, plus que Batshuayi. Batshuayi, il a un petit peu raté sa chance. Voilà. Il en a eu des occasions. Ça a été souvent un super sub, franchement. Mais même en club, moi, je trouve qu'il a jamais vraiment confirmé au niveau. Il a souvent été remplaçant en fait dans les clubs où il a joué. Là, je sais pas, c'est trop. Je le suis pas trop moi en Turquie, mais non, je sais pas s'il est titulaire. Je suppose que oui. Non, il est pas titulaire en Turquie. Voilà, il joue encore le super sub. Ouais. Voilà. Donc
Bon, compliqué, mais voilà, on a terminé avec notre petit tour d'Europe avec ce petit but de Batshuayi. On va attaquer maintenant le gros, hein, le gros morceau. Le gros morceau. Le pourquoi du comment on fait ce podcast déjà. C'est ça. D'où nous est venue un petit peu cette idée. C'est le 11 de la semaine, donc le 11 endiablé que on imagine à l'heure actuelle être le meilleur 11. Voilà. Dans l'optique évidemment de l'Euro 2024, puisque ça c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner au tout début, on fait ça aussi parce que il y a l'Euro 2024 et qu'on veut accompagner justement l'actualité des Diables Rouges jusqu'à cet Euro. Et puis si ça fonctionne et que ça vous plaît, on va continuer, on va essayer d'améliorer les choses. Ça, on vous propose après des formats différents. De vous proposer différentes séquences qui seront pas toujours les mêmes. Évidemment, le 11 endiablé restera une séquence, le 11 de la semaine, c'est sûr. Ça vous évident. Inquiétez pas, le Tour d'Europe, je pense qu'on va rester sur ce format aussi parce que voilà. Peut-être que ça changera, peut-être qu'on dira le Tour du monde, on ne sait jamais. C'est possible. Je ne pense pas, mais voilà. Le Tour d'Europe, c'est bien. On n'a plus vraiment de joueurs qui jouent en dehors. Si, on a quand même Carrasco. Hein. Si, on a Arabie Saoudite, oui. Et puis il y a quelques joueurs aussi en MLS. L'Arabie Saoudite rêve d'être un nouveau pays d'Europe, puisqu'en tout cas ils essayent de s'incruster dans les ligues des champions, etc. Voilà. On parle qu'il serait invité, hein, le champion. Oui, il y a eu des rumeurs de ça. Il y a eu quelques discussions apparemment entre la fédération saoudienne. À mon avis, ça passera par un gros chèque. Oui, en plus. Et puis bon, je pense que moi ça se fera pas parce que c'est la Ligue des Champions, c'est quand même la compétition européenne. On peut quand même juste le dire rapidement quand même qu'il y a eu un match entre l'Inter Miami et Al Nasser. Bon, on espérait voir Ronaldo était blessé. Ronaldo était malheureusement blessé, donc il a pas pu jouer contre Messi. Messi est rentré, je crois, 10 minutes ou parce que c'était dans le contrat. Parce que c'est dans le contrat, voilà. Mais voilà, s'il y en avait encore qui se posaient des questions de savoir le niveau d'un club de MLS face à un club d'Arabie Saoudite, en fait 6-0 pour Al Nasser. Ouais, je crois que tout est dit. Hein. Désolé Lionel, mais t'as pas misé sur le bon cheval là. Non, il est parti vivre sa meilleure life à Miami, tant mieux pour lui. Il va continuer de faire parler de lui parce que c'est Messi il va certainement marquer des buts, mais faut pas se voiler la face sur le vrai niveau. Sa présence rapporte de l'argent maintenant. Oui. C'est un peu d'une tristesse les matchs. Maillots. C'est pour les maillots. Oui, voilà, c'est pour vendre des maillots. Pour vendre des maillots. Bon, on revient au 11 de la semaine. Donc le 11 de la semaine, on va vous proposer notre meilleure composition, ligne par ligne. Évidemment, on commence avec le poste de gardien de but. Si on doit prendre actuellement les joueurs disponibles, on partirait sur Castells. Castells, à moins d'un revirement de situation quant à Courtois, qui finalement serait de retour plus tôt. Parce que la semaine dernière, on a quand même appris qu'il serait de retour en avril, a priori sur les terrains. On peut se poser la question que s'il revient en avril et pas en fin mai, début juin comme prévu, on peut peut-être espérer quand même qu'il ne fasse pas une croix sur l'Euro. En tout cas, ce serait bête pour lui, je pense. Une bonne nouvelle, mais... Parce que dans les faits, je pense quand même que Domenico le prendrait. Évidemment. Voilà, c'est notre meilleur gardien, il joue au Real. Qui se passerait d'un Thibaut Courtois remis en plus frais comme un gardon après 6 ou 7 mois de blessure. Évidemment, tu le prends s'il est au niveau. Voilà. S'il a repris, s'il a joué des matchs. Si tu nous entends, arrête de faire le ronchon et si tu peux jouer, tu joues, frère. c'est tout. Voilà. Arrête de faire le malin, là. Voilà. Parce que le seum c'est fini, mec. C'est tout, on n'est plus là-dedans. Il faut plus. Voilà. Parce que on rappelle quand même que Thibaut Courtois quand même est le joueur quand même de notre équipe qui a eu le plus le seum quand même d'avoir perdu contre la France. Je vais pas te cacher qu'on en a beaucoup rigolé. Voilà. Forcément en France, pas moi personnellement, même si j'ai pu rire à quelques blagues évidemment. Tout à fait. Mais on en a beaucoup rigolé. Voilà, on espère quand même qu'il sera là et malheureusement ce sera certainement au détriment d'un autre s'il est là. Sinon on peut espérer quand même comme deuxième gardien on a donc Matt Sells aussi qui est récemment d'être transféré à, j'ai oublié, Nottingham Forest. À Nottingham Forest, plutôt pas mal. On espère qu'il sera gardien numéro 1 là-bas, je ne sais pas du tout. Bon, voilà. A priori oui quand même. Voilà, donc ça fait un de nos gardiens qui est quand même plutôt pas mal et qui a fait des très bons résultats avec Strasbourg, c'était vraiment bien, on comptait sur lui comme 3e gardien. Là maintenant potentiellement 2e gardien. À voir aussi parce qu'il y a aussi Kaminski. Donc, qui joue à Luton Town. Voilà, malheureusement Luton c'est pas vraiment leur grosse saison, mais on peut dire qu'il y a beaucoup de travail pour lui.
Oui, il en a pris 4 quand même ce week-end. Il en a pris 4. Mais je voudrais savoir le nombre d'arrêts qu'il a fait avant d'en prendre 4. Parce que c'est ça aussi, hein. Parce que te retrouver ça rapide. Parfois, il se retourne assez souvent, mais on va dire quand t'as déjà arrêté 5 ou 6 arrêts, bon. Oui, parce que ça, c'est aussi important. Une équipe qui subit beaucoup et qui prend beaucoup de buts n'est pas forcément significative d'un mauvais gardien. Non, tout à fait. Et là, par contre, je crois que c'est plutôt la défense qui est en carton, vraiment. Ouais. On peut le dire. C'est contre Newcastle. Ils ont fait 4-4 contre Newcastle. Match spectaculaire, visiblement. Ouais, donc, 8 buts, on n'a pas vu. Tir cadré 8. Il y a eu 6 tirs cadrés côté Newcastle et les arrêts décisifs du gardien, sauvetage du gardien 4. Donc il fait 4 arrêts. Ah, quand même, hein, 4 arrêts. 4 arrêts. Bon, après, ça fait un ratio de 50%. C'est pas non plus... Non, c'est pas la folie, mais bon, après... J'ai pas vu le match, donc difficile de voir si on peut compter sur lui, je pense. Là, on peut avoir un regard uniquement sur les stats. On revient quand même... Maintenant, à comparer avec Matt Sells et ses résultats, qui va être lui, pour le coup, tout neuf en première ligue. On sait que Nottingham, non plus, c'est pas la folie pour le moment. Donc, mais à l'heure actuelle, on lui souhaite le meilleur pour Matt Sells. En tout cas, c'est notre deuxième choix. En tout cas, si Thibaut Courtois n'est pas là. Et Kaminski en troisième choix à ce moment-là. Et alors, à voir qui sautera si jamais Thibaut revient. J'allais dire Guillaume. Bah, logiquement, Kaminski, mais à l'heure actuelle, dans la forme dans laquelle sont les joueurs actuellement, vu que Thibaut Courtois ne joue pas... Domenico les a sélectionnés la dernière fois. Donc, on avait Matt Sells, Koen Castells et Kaminski qui étaient sélectionnés. Donc, en soi, on peut espérer quand même que cette liste va pas beaucoup évoluer. Surtout que c'est pas vraiment le poste qu'on fait le plus évoluer dans une équipe. Donc, Castells au poste de gardien de but. On va attaquer maintenant. On va attaquer la défense. Directement dans le dur, quoi. Là, c'est la partie la plus compliquée parce que... Après, la plus compliquée, on a notre Thomas Meunier, on espère compter sur lui, peut-être. Au poste de back droit ou latéral droit, ça dépend comment vous dites, mais... Tout à fait. À mon avis, sur la forme actuelle, étant donné les performances de Dortmund, même s'ils n'ont pas gagné ce week-end, ils ont fait que match nul, il joue, il est titulaire. Donc à droite, c'est un petit peu quand même la misère sur les côtés. Maintenant, est-ce qu'il a déjà joué ? Je ne pense pas qu'il a déjà joué sous Tedesco. Hein. Non, il n'a pas été appelé parce qu'il était encore blessé, soit en méforme ou blessé. Donc c'est vrai qu'il n'a pas été appelé par Tedesco. Mais Thomas Meunier en forme, moi je faut le prendre. Hein, voilà. Évidemment. Moi je veux le Thomas Meunier du PSG. Hein. Il était celui de la Coupe du Monde 2018, tout simplement. Tout à fait. Ouais. On sait qu'on peut compter sur lui. On sait qu'il est super important sur les relances, sur les ailes. Ça va très très vite. Donc, à droite Thomas Meunier. Dans une défense à 4, puisqu'on partirait sur une défense à 4. C'est un petit peu plus le style de Domenico, et je pense qu'il se rend compte qu'on est faiblard et qu'il a pas vraiment le choix de jouer avec 4 joueurs. Ou alors tu peux prendre un 3-5-2 évolutif en fonction des phases qui peut se transformer en 5. Ça n'a pas été le style de jeu de Domenico, qui ça pourra peut-être évoluer avec les futurs matchs amicaux. Ça dépendra de l'adversaire. Tout à fait. Hein. Mais donc, dans l'axe droit, nous, on prend un pari. On en a beaucoup parlé. Entre nous, on pense que Witsel en sera. Tedesco aurait vraiment tort de s'en passer pour l'Euro. Il est en pleine bourre. Encore vu des résultats du week-end, l'Atlético qui jouait, c'était le derby. Hein. Le derby, j'ai même pas parlé de l'Espagne avec les lignes que j'ai sautées. J'ai pas parlé de ce match-là. En fait, on a passé on va en parler maintenant puisqu'on parle de Witsel, mais Witsel et Atlético qui ont arraché le nul face au Real Madrid dans le derby hier soir. Match pas super en ballon, j'avoue. J'étais devant le match. Après, j'ai un peu zappé avec le match. Bon, voilà, quand on sait la puissance offensive du Real, on peut se dire quand même que Witsel, il tient la route quand même. Il tient plus que la route en défense centrale. Là, encore une fois, hier soir, il a été bon. Donc, puis moi, se passer d'un joueur comme ça, je le verrais bien à côté de Théâtre, tout à fait. Donc, du coup, on peut dire que à gauche, suivant, c'est Théâtre. Par nous, oui. Voilà. Moi, en tant que supporter rennais, évidemment que je vais mettre Théâtre dans toutes mes compositions. Voilà. Peut-être pas. J'exagère, peut-être pas. Mais à l'heure actuelle, en tout cas, c'est sûr que à droite, Witsel, à gauche, Théâtre, ça pourrait fonctionner. Voilà. Très bien. Bon. Et du coup, en back gauche, comme on a récupéré un back droit, on peut-être se permettre de mettre Vertonghen sur le banc, même si on sait que Yann, il peut être là dans les bons coups aussi, mais bon, malheureusement, je le trouve un petit peu vieux encore. Même il serait important, je pense qu'il serait important pour l'équipe, pour le vestiaire. Pour la vie de groupe, comme on dit. Pour que le groupe vive bien. Mais voilà, c'est vrai que là, du coup, on a quelqu'un quand même en back gauche, enfin, en tout cas, un autre back droit qui peut aussi jouer back gauche, c'est Castagne. Donc, pourquoi pas mettre Castagne? Ce serait l'occasion de le voir jouer avec Meunier. Il a pas très souvent joué avec Meunier. Après, on rappelle quand même que Castagne,
Il joue maintenant d'ailleurs à Fulham. À Fulham, ouais. Ouais. Donc c'est pas non plus le gros niveau. Mais c'est la première ligue. C'est la première ligue, c'est vrai. Au monde. Après, entre un Castagne et un Vertonghen que tu peux glisser dans l'axe gauche et décaler Théâtre justement en tant que back gauche. Moi, ce qui m'ennuie un petit peu avec Vertonghen, c'est plutôt sa vitesse. Ah oui, par contre, il manque de vitesse. On sait sa qualité de finition, son jeu de tête est très bien. Maintenant, la vitesse. Il a quelques remorques attachées au cul. C'est compliqué. Si tu te prends des joueurs du calibre de, je sais pas, Kylian Mbappé ou quelque chose comme ça, ça va venir compliqué, quoi. Ça peut être très vite compliqué. Voilà. Après, il a toute sa science du jeu, d'anticiper, de tacler au bon moment, de placement. Son expérience aussi de compétition européenne. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut réellement pas encore se passer de lui, en tout cas tant qu'il joue à quand même un niveau assez haut. C'est pour ça que... On rappelle quand même qu'Anderlecht est deuxième du championnat quand même. Ils ont encore gagné ce week-end. Lyon, mais voilà, ils font une très 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 bonne saison. Anderlecht, c'est un peu leur renouveau là enfin. Encore une fois, à l'heure actuelle, avec les performances, on partirait plus sur un Vertonghen et en plus ça permet potentiellement d'alterner Vertonghen Théâtre sur ce et à ce moment-là, Castagne pourrait jouer à la place de Meunier, avoir au niveau des formes en fait. Voilà, je pense qu'il y aura des choix à faire. Maintenant, on a cette chance d'avoir Castagne qui peut jouer soit de back droit, soit de back gauche. Faut dire qu'au back gauche, on n'a pas vraiment beaucoup de solutions. Non. Donc, mais du coup, on a des subs pour les prochaines versions du. Oui, on en parle déjà. C'est possible, oui, forcément. Parce que c'est difficile quelque part de s'arrêter sur un joueur à une position à un moment donné. Forcément, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte, et donc on est obligé un peu de peser le pour et le contre avec tel ou tel joueur. On va pas juste vous sortir la liste comme ça. Allez, c'est notre 11, salut, sans en discuter. C'est le but qu'on en parle. C'est le but qu'on en parle. Le milieu de terrain maintenant. Milieu de terrain, on va pas se casser la tête avec un joueur. À mon avis, ça va être plutôt pas mal, le milieu de terrain. Milieu de terrain, ça pourrait être pas mal. On va évidemment mettre Kevin De Bruyne dans notre 11 endiablé, parce que on en a déjà parlé. Ça, je pense qu'au milieu de terrain, il est évidemment titulaire indiscutable. On espère que ça va continuer pour lui et qu'il sera exempt de blessures surtout. Mais ça a l'air d'aller, en tout cas pour le moment, on peut le dire, puisqu'on vous l'a dit, il a joué 90 minutes aujourd'hui quand même. Donc, aucune équipe au monde, national, international, tout ce que vous voulez, ne se passerait de Kevin De Bruyne. Il est titulaire dans n'importe quelle équipe du monde, Kevin De Bruyne. Donc forcément, il est titulaire avec la Belgique. Au milieu de terrain, où est-ce qu'on le fait jouer? Est-ce qu'il jouera plus bas ou plus haut? Ça, c'est à voir. Ça dépendra des joueurs qui l'accompagnent. On laissera voir au coach de faire les bons choix par rapport à ça. En parlant des joueurs qui peuvent potentiellement l'accompagner, on va parler de Trossard, qui quand même avec Arsenal, même s'il n'est pas forcément titulaire à tous les matchs, montre qu'il a le niveau pour jouer à un très très haut niveau. Moi, j'aimerais beaucoup Trossard dans le milieu de terrain. Alors, on sait qu'il est souvent ailier aussi. Donc, mais après, bon. Mais dans un profil comme ça, à l'heure actuelle, avec les performances. Moi, il peut jouer dans l'axe. Il joue très bien dans l'axe. Mais si on prend Trossard, ça veut dire qu'on a forcément un troisième profil qui sera lui plutôt défensif. Et à ce moment-là, moi je dirais Aurel. Aurel Mangala. Ça dépendra aussi des performances à Lyon. Tout à fait. Mais quid de Charles de Ketelaere actuellement? Parce que là, il est quand même très haut niveau. Ouais, tout à fait. Mais après de Ketelaere, que ce soit lui ou Salemakers par exemple, qui sont quand même des diables qui sont déjà confirmés et sur le banc. Voilà. On sait qu'on pourra pas s'en passer. Après. Je m'enflamme pas non plus pour Charles, parce que Charles, potentiellement, il joue à la place de Kevin De Bruyne. Donc, c'est vrai que ça va être difficile de lui prendre la place. C'est un peu compliqué pour lui. Donc, est-ce qu'ils peuvent jouer ensemble? Oui, je pense que oui. En tout cas, s'il peut apprendre aussi de Kevin De Bruyne, ce serait un plus. Et donc, je pense qu'on ne peut pas de toute façon s'en placer et qu'il sera partie de la liste des 26. Il sera d'office partie de la liste. Mais voilà. Celui dont je suis moins sûr et dont je suis moins fan, c'est plutôt Onana. Moi, on l'a pas mis ici dans le milieu de terrain, parce que il me convainc pas. Voilà, que ce soit ses résultats à Everton ou les cartes rouges, la carte rouge récente qu'il a prise. Non, je suis pas fan de ce joueur. Je l'ai jamais trouvé extraordinaire. Moi, je le trouve dangereux, la Belgique, et dans un grand tournoi, prendre des cartons, ça peut te faire perdre un match. Donc pour moi, il est encore trop, Faut avoir un peu de vis dans une équipe, mais il faut être intelligent. Donc, on peut parler, pour ne citer qu'un joueur intelligent, on va dire, dans le vice, c'est Marouane Fellaini et ses fameuses descentes de coupe. D'ailleurs,
petit break sur Marouane quand même qui prend sa retraite cette semaine. Donc voilà, on en parle. Voilà, donc il joue en Chine depuis des années. Mais joueur incroyable, Marouane. Voilà, il a fait des très très beaux résultats en Chine. Franchement, on sait que le championnat chinois n'est pas dingue, mais en tout cas, voilà, ça lui a permis de jouer encore quelques années là-bas et on espère en tout cas que on espère le revoir sur des plateaux ou quelque chose comme ça. Comme dirait notre ami Yannick Carrasco, il avait choisi la sécurité en Chine. Il est parti prendre la sécurité. Voilà, la sécurité. Quand tu sais pas quoi faire, fais comme Yannick, choisis la sécurité. Exactement. C'est toujours, c'est toujours payant. Bon, mais après, Carrasco, très très bon dans les derniers rendez-vous des Diables. Donc voilà. On peut aussi compter sur lui, même s'il joue en Arabie Saoudite. Il sera plus dans la liste des l'avantage au moins, c'est qu'il joue, donc il a du rythme de jeu dans un championnat qui est clairement en train de se booster un peu de par les joueurs qui y jouent, mais qui reste loin quand même au niveau même des autres championnats européens. Tu sais que la deuxième division allemande, la deuxième division anglaise, la deuxième division espagnole, la deuxième division. Oui, mais après sont classés. Après moi devant. Je me dis c'est des classements. Oui, voilà, c'est des chiffres. C'est des chiffres, c'est des classements. Sur le papier, la MLS était censée être au-dessus de l'Arabie Saoudite. Le match qu'on a vu n'est pas l'air d'être le cas. Parce que bon, ils se font quand même péter 6-0 l'Inter Miami par Al Nasser, alors que Ronaldo n'est pas là. Ils sont des bons joueurs, Al Nasser. Mais... Oui, mais chaud quand même. Hein. Ouais. Bref. On rappelle qu'il y a quoi? Ils ont droit à 3 ou 4 étrangers, pas plus dans le... Non, un petit peu plus, je crois. Je me demande si c'est pas 6 ou 7, ce qu'ils appellent ce qu'on appelle nous, voilà, les extra-communautaires. Il y a quand même pas mal de locaux, quand même. Donc, dans le championnat. Je crois que c'est une partie des joueurs de l'équipe. Je crois 3/4 des joueurs de l'équipe doivent faire partie de la CONCACAF, donc doivent soit venir de la conférence d'Amérique du Sud, Amérique centrale ou Amérique du Nord. Je crois que c'est ça le twist. Encore une fois, c'est peut-être une connerie. Corrigez-moi si c'est le cas. On revient au 11, donc on a parlé de Kevin De Bruyne dans un milieu à 3 du coup, Trossard qui l'accompagnerait et Mangala. Ouais, Mangala. Même si c'est vrai qu'il a pas beaucoup joué là parce qu'il y a des histoires de transfert, etc. On va dire que ses prestations que j'ai vues avec les Diables, plutôt pas mal. Il est solide quand même sur ses appuis. Moi j'aime beaucoup. J'aime bien son profil. Je pense que c'est un joueur aussi assez intelligent dans son placement, dans ses déplacements. Donc ouais, c'est important. J'ai hâte de compter sur lui et hâte de voir les matchs qu'il va faire avec Lyon. Et il est trapu et costaud, hein, donc on le bouge pas comme ça, quoi. Est-ce que pour le coup ça manquera peut-être un peu de physique au milieu? Bon, De Bruyne c'est quand même peut-être un peu de taille. Ouais, peut-être un petit peu. Je pense qu'il nous manque peut-être un joueur de taille parce que voilà, on sait que on a vu les faiblesses des Diables et ça clairement l'absence de Witsel dans les derniers rassemblements des Diables. On a vu une grande différence sur la maîtrise du jeu aérien, hein, tout à fait. C'est que Witsel, il a une très bonne tête, un très bon jeu aérien. C'est pas pour rien qu'il joue défenseur central avec l'Atlético Madrid, qui a sans doute une des meilleures défenses des 10 dernières années en Espagne. En tout cas, merci Diego. Diego Simeone. Ouais, franchement, merci. Bonne idée. Hein. Merci d'avoir relancé notre Witsel et on l'espère que Domenico va suivre ton exemple. Voilà. Donc ça, c'était pour le milieu à 3 chez nous. Donc on est parti sur une composition en 4-3-3. 4 défenseurs, on les a revus ensemble. Les 3 milieux, on vient d'en parler. On va parler maintenant de l'attaque. Ça va être assez rapide puisque les choix sont évidents de toute façon en ce moment. En tout cas, si les joueurs qu'on va citer continuent leurs résultats, je pense qu'ils vont être incontournables en tout cas. Et je pense que beaucoup de gens nous les envient, hein, notre trio, notre trident. On vous le présente. Voilà. Évidemment, la pointe de ce trident, ça va être Romelu Lukaku, même si... Voilà, même en ce moment, à l'heure actuelle, il enchaîne pas les méga bonnes performances avec la Roma. Ben on peut le dire qu'il est souvent très bon avec les Diables. Hein. Voilà. Et puis le nombre de il buts, n'a jamais. Il y a 70 buts. Il fait jamais de mauvais matchs. Si peut-être quand même le match face à la Croatie, le dernier mauvais match de Lukaku que j'ai vu. Mais il revenait de blessure, hein. Faut le dire. C'est vrai qu'il est rentré, mais il fait un match catastrophique face à la Croatie. Ouais, cata. Ouais. Il fait un match catastrophique. C'est pas cata parce que dans les faits, il a eu beaucoup d'occasions, mais il les a toutes ratées. Donc voilà, on peut pas dire que c'est catastrophique parce qu'en mais pour un attaquant c'est compliqué. Même, voilà. Mais à l'heure actuelle, pas ce match hein, quand même. Mais 0-0. Effectivement, c'est bien de préciser. On a préciser. perdu qu'un seul match hein, quand même à cette Coupe du Monde. On a beau cracher qu'on n'ait pas été qualifié, mais on a perdu qu'un seul match. Hein. Lukaku, malgré les performances actuelles, encore une fois, c'est le concept du podcast, c'est de juger sur les performances actuelles. Lukaku, il a évidemment sa place à la pointe de l'attaque. À gauche ou à droite, ça dépend
On va parler évidemment de Jérémy Doku. Ouais, tout à fait. Qui fait une très bonne saison avec City. De toute façon, voilà, qui joue à gauche ou à droite. Moi, je le préfère personnellement à gauche. Je trouve qu'il est meilleur à gauche, mais c'est vrai qu'il est pas mauvais à droite. Bah, il peut faire les deux. Et puis avoir des profils de joueurs capables de switcher à tout moment, type Mertens, Hazard à l'époque. Ben là, voilà, on espère avoir la même chose avec Doku et Bakayoko. Évidemment, Bakayoko. Puisque là, on a clairement une doublure de Doku. On a un joueur qui a le même genre de style de jeu, imprenable cette année avec le PSV. Franchement, magnifique. Et on peut dire, il est un des artisans des très bons résultats du PSV cette année. Qui fait une saison quasi parfaite. Ce week-end, ils ont quand même fait match nul 1 partout à l'Ajax Amsterdam. Ce qui est un bon résultat quelque part, parce que tu viens... Ah, mais ils caracolent en tête. Hein, mais ils caracolent en tête de ouf. Ils ont... Voilà, on peut espérer l'année prochaine. Ils ont 10 points d'avance. Donc, très bon choix de Bakayoko d'être resté au PSV, parce qu'on savait qu'il était potentiellement aussi sur le départ. Beaucoup de clubs étaient intéressés. C'est vrai, quand tu fais ce que fait Bakayoko au PSV, je pense que t'intéresses beaucoup d'équipes. Donc, moi, je vais dire que le choix est évident parce que les trois, quand tu les alignes, ils éteignent toute compétition possible. Ouais, je pense y compris Openda. Ouais, clairement, ça va être... Voilà. Après, à voir aussi avec Loïs, si Lukaku est fatigué. Et on sait que dans un long tournoi, ça peut compter. Openda aura du temps de jeu. Tout à fait, on le sait. Il aura du temps de jeu. Mais en tout cas, évidemment, suivez le hashtag Doku Bakayoko sur X. N'hésitez pas. Enfin, vous voyez, vous allez voir qu'il y a déjà un engouement pour, en tout cas, ce duo. La doublette de l'enfer. Voilà. Ça va être insupportable de défendre contre ces deux joueurs. Nos Rastaman. Les Rastaman. Ouais, parce qu'en plus, ils ont tous les deux ils se ressemblent. C'est vraiment, ils ont un physique sur le terrain. C'est difficile de les différencier tellement ils se ressemblent. Donc, y compris physiquement, mais aussi dans leur style de jeu. Tout à fait. Même si bon, Doku, il a ce petit glitch qui fait que on va le reconnaître. Mais non, les trois devant là pour la Belgique. Deux joueurs jeunes, on peut le dire, et c'est clairement l'avenir de notre équipe, hein, je pense. Hein, on peut vraiment le dire sur ces joueurs. Et je les vois mal après. Parce que on peut le dire, hein, que ce soit Doku ou Bakayoko, c'est déjà des joueurs qui pour moi ont confirmé dans leur club. Hein. Voilà. Voilà, on sait les résultats de Jérémy Doku depuis son arrivée à Manchester City, c'est quand même pas mal, malgré le fait qu'il a été blessé aussi un petit peu. Il fait une très bonne saison. Voilà, il fait une très bonne saison. Pour un mec qui arrive dans la meilleure équipe d'Europe. Il apporte quelque chose que Manchester City avait perdu avec le départ de Riyad Mahrez, comme tu disais tout à l'heure. Donc ces trois devant, pour moi, pour nous, sont le trio offensif parfait. On verra avec les statistiques. On verra aussi avec les prochains matchs des Diables Rouges qui Domenico va décider de mettre dans son 11 de départ. Peut-être que lui optera pour un Charles de Ketelaere ou un Trossard qui joue à droite ou à gauche. On verra, mais en tout cas sur le trio offensif, pour nous actuellement, c'est Doku, je pense évidemment qu'à côté offensif, on a Bakayoko. en subs possible, on a aussi Luke Bacchio, qui pour le moment est malheureusement blessé avec Séville, mais on espère qu'il sera retapé d'ici là, et c'est quand même un très bon joueur, et ses résultats, pareil, avec les Diables Rouges, étaient plutôt pas mal. Il avait été préféré, d'ailleurs, à Bakayoko sur le dernier rassemblement. Hein. C'est vrai. Donc, voilà. Et on pourra aussi potentiellement parler cette saison de Arthur Vermeeren pour le milieu de terrain. Oui, donc transfert à l'Atlético, voilà, avec Witsel, du coup. Exactement, il a rejoint. On le sait aussi que deux joueurs évoluant dans la même équipe, c'est toujours bon pour ça crée des automatismes. Alors on le voit tout de suite avec De Bruyne. Hein. Ils se cherchent sur le terrain. Hein. Doku et De Bruyne se cherchent beaucoup sur le terrain. Hein. Ouais, passer la balle à Kevin. Non, passer la balle à Jérémy. Ouais, il se passe la balle entre les deux. On touche plus le ballon. Voilà. Chier. Aujourd'hui d'ailleurs, Doku a essayé de faire un assist pour Kevin, que malheureusement Kevin a raté, mais super passe, superbe passe. Voilà, c'était un peu une redite de cette passe justement que De Bruyne avait fait à Doku, qui avait mené au but de Doku. Donc, on parlait justement de Vermeeren, ça me fait une petite transition pour parler des mouvements belges qu'il y a eu, en tout cas les mouvements des joueurs belges qu'il y a eu cet hiver lors du mercato. On a parlé de Mangala, donc qui a débarqué à Lyon, Vermeeren qui est parti donc de l'Antwerp pour aller signer à l'Atlético Madrid. Ouais. Très bon transfert là de l'Atlético Madrid pour vraiment, je crois, Fofana, 27 millions. Aussi, Fofana Malik aussi. Fofana à Lyon. On a eu Dedoncker qui est parti lui au Napoli. Ouais. Très bon. Au PSV, Vertessen qui jouait avec Bakayoko, lui il est parti à l'Union Berlin. Matt Sels qui est parti de Strasbourg pour aller au Nottingham. On a aussi parlé beaucoup de Onana qui était courtisé a priori par Arsenal et Newcastle, mais qui va finalement rester à Everton. Le nouveau prix fixé par Chelsea pour Lukaku à 38 millions. Ouais, c'est
C'est pas beaucoup. Après, c'est pas beaucoup. Après, il leur a coûté 105, 115, je sais plus, 115 millions, je pense qu'il leur a coûté. Il a coûté cher. Il a coûté très cher. Bon, après, Chelsea ne peut s'en prendre encore une fois qu'à lui-même. Voilà, c'est. Mais ils sont catastrophiques, Chelsea, sur leur politique de recrutement sur les dernières années. C'est absolument tout ce qu'il ne faut pas faire en termes de recrutement. Todd Boehly, t'es mauvais, Jack. C'est mauvais. Mais vraiment, ils sont mauvais, quoi. C'est incroyable. Et petit point aussi sur Meunier, qui a priori serait suivi en Turquie, comme le mercato ferme ce vendredi en Turquie. Il pourrait être. Est-ce qu'il a vraiment une chaud d'aller jouer en Turquie? Je ne crois pas. À Dortmund, je ne crois quoi. Pas. Enfin, sauf si vraiment Dortmund veut son départ, ce qui a pas l'air d'être le cas vu qu'ils le font jouer. Donc, mais en tout cas, voilà, c'était pour faire un petit point mercato sur les mouvements des joueurs belges cet hiver, ou en tout cas ceux qui ont agité le petit mercato d'hiver qui est pas généralement très intéressant. De toute façon, ça c'est très rare qu'il y ait des gros transferts. Mais moi, il y a quand même un peu de mouvement. Il y a eu du mouvement, voilà, et en tout cas des mouvements qu'on espère intéressants, comme Dendoncker qu'on n'entendait plus du tout parler, on peut le dire. Et puis qui finit au Napoli et qui a été aussi une bonne doublure en défense. On se rappelle des tests justement de Domenico avec Dendoncker qui avait été assez concluant. Moi, je l'ai trouvé assez solide en défense. À l'époque, je me souviens que j'avais même dit que la Belgique avait peut-être trouvé une solution en défense en faisant reculer de Donker. Mais voilà, après c'était sans compter Théâtre, Witzel qui eux du coup ont plutôt émergé à ce poste-là. Donc voilà, c'était le petit point mercato. On va maintenant parler de l'interview qui nous a quand même bien fait marrer ce week-end. On va parler d'Eden Hazard, bien évidemment. Je veux bien vous la faire. Hein. Du coup, je l'ai sous la main, donc on a pris quelques petits extraits les moments savoureux de l'interview d'Eden Hazard pour France Football. Eden Hazard ce week-end, donc la diététique, c'est nul, ça ne sert à rien. Enfin, c'est bien si tu veux jouer jusqu'à 40 ans. Je crois que ce ne serait pas mon cas. Je le savais. Moi, j'avais toujours un petit ruinard blanc dans le frigo. Bon, mais déjà, Eden, t'as du goût parce que c'est vrai que le Ruinart, c'est un très bon champagne. Donc, big up. Avant d'arriver au Real, je venais de terminer une saison de malade avec Chelsea. J'ai joué 7 ans en Angleterre, sans coupure de Noël, à toujours tout donner. Alors quand j'ai 3 ou 4 semaines de vacances, me cassez pas les pieds. C'est barbecue, rosé et tout ça. Yalla. Voilà. Après une rencontre, aller 1 heure dans un bain froid, c'est non. Laissez-moi tranquille avec mes potes, on rentre chez moi, on joue aux cartes et on boit une bière. Il a pas dit on boit des bières, il a dit on boit une bière. Moi, je trouve que ça va. Hein. Je joue 2 heures avec mes fils dans le jardin, c'était ça ma récupération. Si j'avais été comme Cristiano, j'aurais fait un burn-out. Quand t'es bon sur le terrain, tu fais ce que tu veux. Je me gérais. Je n'allais pas à la salle tous les 3 jours, je ne faisais pas 3 heures de kiné pour récupérer. Je suis un bon vivant, j'aime manger avec des amis, boire un verre. Ça m'est arrivé la veille d'un match de manger à la maison, de boire une petite bouteille. Tac. Au moins dans le Boxing Day, c'est Noël, donc c'est raclette et vin. On allait je ne sais pas où, alors que les gens me disaient de faire attention, c'est bizarre. Enfin, tu m'étonnes, c'est bizarre, tu vois débarquer Eden Hazard une veille de Noël ou quoi. Intitulé derrière un génie. Bah, moi je le trouve génial, en tout cas honnête. Et ça fait plaisir d'entendre un joueur qui a cette honnêteté. Et je pense qu'en tout cas, on pourra pas lui reprocher d'être honnête. Et d'avoir vécu sa meilleure life. Bah tout à fait, voilà. C'est ça aussi. À partir du moment où on te laisse pas ta chance non plus au Real Madrid, alors que t'es de retour et que t'étais normalement pas trop mauvais, voilà, on peut pas non plus lui en vouloir. Il avait le meilleur salaire de Liga. Il jouait pas. Il pouvait se faire des petits week-ends. On est fort quand même les Belges sur les salaires. On rappelle quand même que le joueur le mieux payé de Première Ligue est toujours Kevin De Bruyne. Donc on avait Eden qui était le joueur le mieux payé de Liga. Je pense que dans 2e ou 3e joueur le mieux payé de Première Ligue, on a aussi Youri Tillmans. Je crois que c'est 4e. Voilà. 4e ou 5e. On est plutôt bon dans la négoce en Belgique, apparemment. Et le joueur belge se négocie assez cher, apparemment. On l'a vu encore. Non, merci pour nos bons résultats, quand même si on n'a rien gagné, on peut le dire. Quand même, nos joueurs, ils valent cher. Et tout le monde veut un petit belge dans son équipe, hein. Ouais. En même temps, avec les performances qu'il y a du côté belge ces derniers temps, c'est tentant de se dire, chez moi aussi, peut-être que ça va marcher. Voilà. Mais bon. En tout cas, ça nous a inspiré un podcast. Hein. Voilà, ça nous a inspiré un podcast. Et on va enchaîner avec le joueur de la semaine qui, pour nous, est De Ketelaere. Bah oui, doublé, franchement. On va être gentil. En plus, c'est une occasion un peu de lui remettre le pied à l'étrier. Là, ça me fait penser que du coup, c'est un petit peu paradoxal parce que pour nous, De Ketelaere est joueur de la semaine. Pourquoi il est pas dans le 11 ? Voilà.
Ouais, bon, il faut un peu de contradiction de temps en temps. Après, on n'a pas dit qu'il serait pas dans l'équipe, par contre. Hein. Et ça dépend du système de jeu. Nous, dans le système de jeu qu'on a choisi pour notre 11, De Ketelaere n'a pas la place actuellement. Par contre, on va quand même, en tout cas, justifier ce choix pour dire que on verra aussi ce que va nous proposer Domenico, hein, parce que bon, on joue aussi contre l'Irlande avant. Est-ce qu'on va aligner les deux mêmes équipes? Je sais pas. Peut-être qu'il va faire encore des tests. Non, c'est sûr, il va faire des tests. Après, je le vois mal faire des tests contre l'Angleterre quand même. Ça risque d'être compliqué de faire un test. Je pense qu'il va plutôt tester contre l'Irlande. Après, ce qui m'embête, c'est que c'est pas un match, on va dire, officiel et en jeu. Ça reste un match amical. Mais je suis à la place de l'Angleterre. Je me dis aussi que pareil, sur le papier, j'ai joué contre une grosse équipe quand même. Ah c'est certainement une des grosses affiches de ce printemps. Même si ça reste un match amical, Belgique-Angleterre, ça va être incroyable et ça va être un match à suivre. Ça, c'est sûr. Tout à fait. Donc, pour nous, le joueur de la semaine, ça reste quand même De Ketelaere, même s'il n'est pas dans notre 11. Mais il reste encore du temps jusqu'à l'Euro et il pourrait très bien faire sa place en fonction des performances de chacun. Le dernier point, en tout cas la dernière séquence du jour, ça va être les matchs de la semaine à regarder. Il y en a deux ce week-end qui concernent pas forcément beaucoup de joueurs belges, mais qui sont, si vous êtes fan de foot, hyper intéressants et super capital pour la course au titre dans chacun des championnats. Et en Allemagne, il y a le Bayer Leverkusen contre le Bayern Munich. Grosse affiche. Est-ce que le Leverkusen, qui est lancé sur une saison de dingue, va pouvoir aller taper Munich? Réponse samedi 18h30. Bayer contre Bayern. Ouais, Bayer contre Bayern. Et à la même heure, le même jour, Espagne. Ça, on va encore devoir prendre la tablette à côté. Ouais. Hein. On devra prendre la tablette et regarder le match. Oui, parce que comme ça, vous le savez, nous, notre setup, c'est souvent on regarde 2 matchs en même temps. Hein. Ouais, on est obligé de suivre. Et sinon, de toute façon, il y a déjà trop de matchs. Parfois le multiview aussi, ça nous arrive. Oui, multiplex, ça peut nous arriver. Ça dépend des soirées. Là, en plus, avec la Ligue des Champions qui arrive la semaine prochaine. Enfin, on a hâte. Il va y avoir de l'actu. On a vraiment hâte. Il va y avoir de l'actu. Le retour de la Ligue des Champions, ça fait plaisir. La Ligue des Champions, quand même. Mais donc, Manchester City contre Copenhague, ça va faire peur. Hein. Moi, je suis Copenhague. J'ai regardé le match d'aujourd'hui, j'ai peur. Hein. Ça peut être une boucherie. Après, ça peut être aussi. C'est des matchs de Ligue des Champions, les matchs allés. Ils peuvent mettre le bus Copenhague et espérer juste jouer leur joker match retour, un contre, on ne sait que sais-je. Mais en tout cas, je sais pas si ça va être le plus beau match des 8e, mais ça risque d'être un beau match. Pour revenir très rapidement au match de la semaine à regarder, Real Madrid-Gérone, samedi 18h30. Duel de tête aussi. Ah oui, voilà. Les deux le premier contre le deuxième. Hein, le topper. Hein. Voilà. Qui aurait pu imaginer que le topper de février et le topper de Liga, on les aurait le même jour à la même heure. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Voilà, je pense pas qu'on aurait misé sur Leverkusen, ni même encore plus sur Gérone. On rappelle quand même Gérone cette année, voilà, premier au classement de Liga. Ça enchaîne les matchs, ça joue très bien. Moi, personnellement, j'étais pas prêt, je l'ai pas vu venir. Personne l'a vu venir, je te rassure. De toute façon, Gérone, c'est l'anomalie, c'est le Leicester de 2016. On ne sait pas d'ailleurs si quelqu'un a parié contre pour la victoire de Gérone en début de saison. Je pense qu'il doit y avoir au moins un gros fanatique près de Gérone qui s'est dit je vais quand même mettre un petit 10 €, on sait jamais, sur le Gérone champion d'Espagne. 50 000 ou quoi? Je sais pas à combien est la cote, mais on doit être aux alentours des c'est minimum 600, 700, 800, voire 900 contre 1, je pense. On est à mon avis, oui. Hein. On est sur ce rapport-là, donc personne n'a eu Gérone. C'est quoi? C'est leur deuxième saison en Liga ou première saison? Est-ce qu'ils sont promus? Je sais même pas. C'est vraiment J'ai pas suivi vraiment cette équipe et vraiment je connais très peu de cette équipe. Tout ce que je sais, c'est que évidemment Gérone, comme vous le savez, pour les Belges en tout cas qui ont l'habitude de prendre Ryanair, on fait pas de pub. Hein. On t'aime pas de façon Michael O'Leary, on te le dit. Hein. Donc voilà, vous savez que vous arrivez pas à Barcelone, mais à Gérone. C'est vrai. Donc l'aéroport de Gérone. Voilà, c'est l'aéroport Ryanair et ils ont aussi un club de foot qui est apparemment pas trop mauvais. Hein. Ouais, pas trop mauvais. Même si ce week-end, ils ont quand même fait que match nul face à la Real Sociedad. Real Sociedad qui affrontera le Paris Saint-Germain, on le rappelle, en 8e de finale de Ligue des Champions. Et on espère qu'ils vont péter le Paris Saint-Germain. Je commence à rigoler parce que le Paris Saint-Germain, c'est un peu le club de la loose. Donc, il pourrait très bien se craquer face à la Real Sociedad. On sait aussi la qualité du jeu espagnol, hein, donc on n'a plus à en parler trop, ça joue. Hein, voilà. Ça joue très bien du côté de la Real Sociedad. Ils jouent pas comme des boulangers hein, là. Hein. Même si beaucoup de blessés en ce moment. Hein. Ils ont encore perdu 3 joueurs le week-end dernier sur blessure. C'est pas extraordinaire. Mais en tout cas, voilà, pour le match
de samedi, donc il faudra choisir. Soit vous êtes plutôt Bundesliga, soit vous êtes plutôt Liga. Mais les deux matchs sont à la même heure, le même jour. On va pas se mentir, ça casse les couilles. D'autant plus que c'est matchs. le match retour entre Gérone et Madrid, puisque on le sait, ils étaient restés, je pense, je crois que c'est une victoire. Du Real Madrid 3-1 à la. Voilà, c'est ça. Et une des seules défaites. La seule défaite de cette année de Gérone pour le coup. Donc c'est un peu leur bête noire, quand même, on peut le dire. On verra si le Real Madrid arrive à faire 2 victoires contre Gérone et du coup prendre la première place du classement définitivement, même si je vois qu'en fait non, ils sont déjà premiers, ils ont 2 points d'avance sur... Ah, donc Gérone n'est plus premier. Non, Gérone... j'ai pas suivi ce week-end. Voilà. Gérone a fait 2 matchs nuls sur les 5 derniers matchs, tandis que le Real a fait match nul hier contre l'Atlético et puis a gagné ses 4 matchs précédents, donc ils ont fatalement, ils étaient au même niveau, donc là ils ont pris 2 points. Réponse samedi prochain pour voir qui vraiment prend la tête de la Liga, parce que ça va être un match quand même hyper intéressant à regarder. Je me souviens que j'avais regardé l'aller, j'avais halluciné de la qualité de jeu de Gérone, et si vous avez l'occasion, regardez ce match. Après, on rappelle aussi ce club de Gérone, qui est à la tête du club de Gérone. Hein. Le frère de Pep Guardiola. Et voilà. Hein. Son frère est président de Gérone. Comme quoi le talent, ça a l'air d'être familial en tout cas dans le football. Hein. La vision du foot était quelque chose. On a un manager et un directeur de club de l'autre côté. Bon ça va, ils ont l'air de pas trop mal se débrouiller les mecs. Hein. Il y en a un en tête de la première ligue, enfin, pas encore, mais potentiellement. Ça se débrouille pas trop mal cette saison. Et un autre qui a été en tête de la Ligue 1 à un moment donné. En tout cas, la semaine passée, ils étaient en tête. Hein, après, il reste que président, il a pas le contrôle sur la politique sportive. On sait pas, on connaît pas son rôle de président. Non, on en entendra parler. On ne sait pas s'il influe sur le jeu ou pas. D'ailleurs, je trouve assez surprenant qu'il n'y ait pas beaucoup de médias finalement qui aient repris cette information et qui se disent pas tiens, Gérone, on entend beaucoup parler, mais en tout cas, ce serait pas mal qu'on en parle plus. Nos amis journalistes, si vous nous entendez, n'hésitez pas. On aimerait bien en savoir plus sur Gérone, comment ils en sont arrivés là, leur histoire. On se dit que c'est quand même deuxième club catalan, on peut le dire. Donc voilà. C'est le deuxième. Enfin, c'est pas le deuxième club de la région, puisque derrière Barcelone, il y a quand même l'autre club de Barcelone. Ouais, mais bon, l'Espagnol ne se considère pas comme un club catalan, hein, pour le coup. Non, hein. Ça c'est vrai. Mais voilà, c'est le deuxième club de la région de Barcelone, et en l'occurrence, actuellement, c'est eux qui pratiquent le meilleur football en Catalogne et de très très loin. Ouais, donc j'avais vu aussi le match Barcelone-Gérone. Barça, rien ne va plus, on est d'accord. 4-2, ils ont gagné ce week-end, ça va un petit peu mieux. Mon Xavi a annoncé son départ. Voilà, il a fait une clope. Il a fait une Jürgen Klopp, il s'est dit je vais faire la même chose, peut-être que ça va passer. Bah non mon gars, ça passe pas. Oui, c'est marrant ces entraîneurs qui annoncent déjà leur départ avant de se faire virer, je pense en fait. Pour Klopp, c'est pas vraiment surprenant dans le sens que ça fait longtemps qu'il est là et qu'il est fatigué. Il se serait fait virer, c'est clair. Non. Et il a dit en plus qu'il comptait prendre une année sabbatique, un Klopp, donc on va pas le revoir tout de suite. Donc à voir. Et il a dit qu'il prendrait pas d'autres clubs de première ligue non plus. Moi je te dis si l'Allemagne se craque complètement à l'Euro, on pourrait voir. Il relance une nouvelle club avec la Mannschaft. On sait aussi que le travail d'un sélectionneur est un peu différent d'un travail d'un. Mais justement, ça pourrait peut-être lui convenir. D'un manager de club, ça c'est sûr. Ça pourrait peut-être lui convenir dans le sens où il y a moins de matchs, moins de stress finalement, puisque t'es pas occupé tous les week-ends à réfléchir sur ta compo, etc. C'est une fois tous les 2 mois ou les mois et demi ou tous les 3 mois. C'est quand même un rythme différent. Peut-être que ça pourrait lui convenir. Et nous, vous imaginez, on va travailler beaucoup plus que Domenico, hein, nous, puisque nous, on va vous proposer un 11 toutes les semaines. Hein. Quand même, hein. Tu te rends compte? Domenico, prends-en de la graine. Est-ce que toi, Domenico, tu fais un podcast toutes les semaines pour amener tes réflexions autour? Non. Voilà. On déconne quand même. Mais on pourrait l'avoir en invité, on sait pas. Peut-être. But ultime. Ce serait génial. But ultime. Bon, on serait obligé de faire le truc en anglais. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Quoique, il parle pas mal de langues, hein, je pense, Domenico. Il parle aussi italien. Bon. Ouais, je parle pas italien. Un po' di italiano. Un po' di italiano. Non parlo bene, ma lo capisco. A posto. C'est tout ce que je sais dire, mon italien. Et ciao. Bah ciao, tutto a posto, ciao. Va bene. On va finir là-dessus d'ailleurs. On va finir sur un ciao. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du 11 endiablé. Merci à tous. Merci pour le public. C'était très sympa. Bon, tout le monde a capté que c'est des faux applaudissements. Bien évidemment, vous n'êtes pas débiles. On se fait un peu plaisir là avec les sons du Roadcaster 2. Ouais. Allez, on vous laisse là-dessus. À la semaine prochaine. Bonne soirée, ciao.